Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans la santé en mouvement, l'émission pour prendre soin de vous au quotidien. Et aujourd'hui, on va parler d'une maladie fatale et rare qui peut tous nous toucher, que nous soyons patients ou aidants. Elle détruit progressivement les neurones et conditionne une espérance de vie de 3 à 4 ans après le début des symptômes. Il s'agit de la maladie de Charcot. Mais loin de plonger dans la gravité, aujourd'hui, nous avons choisi de mettre l'accent sur la force, la solidarité et la joie. Oui, car même face à une maladie neurodégénérative, il y a de la lumière à trouver dans chaque instant. Alors, comment appréhender l'annonce d'un diagnostic qui peut faire basculer la vie des patients et des aidants? Comment alléger le quotidien de tous et comment reconnaître la maladie? C'est ce que nous tenterons de comprendre avec aujourd'hui un invité de marque, lui-même combattant invincible de cette maladie. Il viendra nous partager sa leçon de vie et ses éclats de joie, même là où on s'y attend le moins. La santé en mouvement, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission dédiée à la maladie de Charcot, j'ai le plaisir de recevoir une femme qui accompagne les patients et les aidants au quotidien dans leur combat et rend parfois leur vie un peu plus légère. Maria Del Amador, bonjour, vous êtes neurologue à l'hôpital universitaire de la Pitié-Salpêtrière. Et pour commencer, Maria, est-ce que vous pourriez nous expliquer brièvement en quoi consiste la maladie de Charcot ? Oui, bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'être là. Et donc, cette maladie qu'on appelle maladie de Charcot, nous, on préfère sclérose latérale amyotrophique, donc SLA pour sclérose latérale amyotrophique, qui est une maladie neurodégénérative. Elle va toucher de façon très spécifique des cellules dans notre cerveau et notre moelle épinière, les neurones moteurs qui s'occupent de nous faire bouger. C'est donc une maladie qui, par le vieillissement sélectif de ces cellules, va entraîner des difficultés dans les fonctions motrices. Et on va en parler un peu plus. Donc Maria, j'aimerais comprendre quelles sont les principales causes identifiées de cette maladie. Est-ce qu'il y a des facteurs de risque connus ? La très grande majorité des patients, un peu moins peut-être, mais autour de 90% sont touchés de cette maladie dans ce qu'on appelle la présentation sporadique multifactorielle. Ça veut dire qu'il y a sans doute un ensemble myriade de facteurs qu'on n'arrive pas à identifier individuellement tellement ils sont nombreux et s'accumulent au fil du temps pour une personne pour déclencher la maladie, qu'on ne peut pas vraiment les pointer du doigt. Il y a sans doute une prédisposition génétique, des facteurs de l'environnement, des expositions peut-être à des toxiques, des événements de vie, et avec l'âge qui avance, à un moment donné, la maladie se déclenche. Chez un peu plus de 10% des patients, on arrive toutefois à connaître la cause unique, ou en tout cas très très forte du risque de développer cette maladie, c'est les formes génétiques. Pour ces patients-là, en fait, ils portent une anomalie génétique chez eux dès leur naissance, dans un des gènes qui expose à ce risque de maladie, c'est ce qu'on appelle les formes héréditaires. Il y a des signes, Maria, avant-coureurs qui pourraient peut-être mettre la puce à l'oreille sur cette éventuelle pathologie? Il y a la forme d'entrée dans cette maladie, la présentation clinique est vraiment très très variable et c'est ça une des difficultés pour poser ce diagnostic et le poser rapidement. La très grande majorité des patients, cependant, vont avoir des faiblesses des membres. Ça va commencer souvent par une difficulté pour utiliser la main, ou bien dans des gestes fins, ou des gestes qui nécessitent un peu plus de force, ou alors une raideur. Ou au niveau des pieds, les patients vont décrire une boiterie, ou alors des chutes inexpliquées, et finalement ils se rendent compte qu'ils ont du mal à relever la pointe du pied. Et puis ces symptômes, au début ils ont un petit doute qui sont là, puis ils deviennent un peu plus prégnants, un peu plus présents, et il s'intensifie et s'aggrave au fil du temps. C'est ça vraiment ce qui est caractéristique, ça va s'aggraver au fil du temps. Mais Maria, une fois que le diagnostic est posé, il y a des moyens de ralentir la progression de la maladie ou d'améliorer drastiquement la qualité de vie des patients? Alors oui, tout à fait, il y a plein de choses à faire. C'est pas parce que c'est une maladie du vieillissement qu'il n'y a pas énormément de choses qu'on puisse faire au niveau du patient et au niveau du corps médical et paramédical au sens large pour prendre en charge cette maladie, améliorer la qualité de vie des patients et aussi pour augmenter également la survie de ces patients. Dans la prise en charge de cette maladie, ça a l'air un peu simple, mais déjà la prise en charge dans un centre multidisciplinaire qui comporte toutes les spécialités médicales et paramédicales nécessaires à la prise en charge de la maladie est prouvée comme quelque chose qui augmente la qualité de vie et la survie des patients.
Et donc nous, on a organisé en France la prise en charge dans des centres SLA, de centres de référence et de compétences qui sont partout dans le territoire, où il y a des professionnels vraiment qui sont spécialisés dans cette maladie qui est très particulière. Ce dont ils vont avoir besoin, c'est l'adaptation de l'environnement à leurs besoins qui évoluent au cours de la maladie et au cours de la progression. Et là, la technologie, elle a une place très importante, que ce soit pour la mobilité, pour les déplacements, que ce soit aussi par une autre des fonctions principales qui est touchée par la maladie, qui est la communication. Et là, les outils de communication qui peuvent être développés peuvent être très pointus, très spécifiques, et ils s'améliorent au cours du temps. Et c'est la communication et aussi le contrôle de l'environnement. Il peut y avoir des moyens de domotique qui peuvent être déployés de façon à ce que le patient, par des gestes très simples, ça peut être le mouvement des yeux, ils vont pouvoir commander ce qui se passe autour d'eux. Maria, j'imagine que ce manque de motricité change quelque peu le quotidien du patient, entre le moment où il se lève, le moment où il se couche. C'est quoi ce quotidien revisité qui est fondé un peu sur une dépendance ? Alors, évidemment, le quotidien va dépendre beaucoup du degré d'évolution de cette maladie. Initialement, les patients vont mettre en place des stratégies un peu personnelles pour réussir à faire les gestes quotidiens dont ils ont besoin. Ça peut être une activité professionnelle ou ça va être les soins corporels, la gestion du domicile. Et puis petit à petit, cette aide va devoir s'intensifier par des moyens techniques un peu plus spécifiques, plus poussés, du matériel médical ou médicalisé. Et puis finalement, ils vont devoir avoir recours à des aides humaines pour les aider pour les gestes du quotidien. Alors, vous êtes très impliqué auprès de l'Institut du cerveau. Concrètement, une famille, des aidants, un patient qui serait atteint de la SLA, comment on peut interagir et quel est le soutien qu'apporte l'Institut du cerveau ? L'Institut du cerveau est un institut de recherche. Donc la vocation de cette institution est de contribuer à l'amélioration des connaissances sur la maladie avec pour objectif de développer et mettre en place des traitements qui vont vraiment changer l'histoire naturelle de la maladie du point de vue médical. La particularité de cet institut, c'est qu'il permet vraiment de mettre en lien, que ce soit les médecins cliniciens qui sont vraiment au quotidien des patients, qui ont accès aux patients, ils vont pouvoir leur proposer des essais thérapeutiques, de participer à des études, et puis des chercheurs qui sont vraiment en paillasse à comprendre les mécanismes fondamentaux et vraiment les choses les plus fines qui vont contribuer à ce vieillissement des cellules pour pouvoir les influencer. Et donc, mettre tout ça ensemble, c'est vraiment le côté vertueux de l'Institut du cerveau. Maria, une fois que ce diagnostic est annoncé au patient et aussi bien à sa famille, on imagine que c'est un véritable choc. Comment vous accompagnez justement les aidants et la famille dans cette nouvelle vie ? Alors les aidants sont évidemment très importants. Ils sont dans la très grande majorité des cas, ils sont vraiment des partenaires de prise en charge. C'est-à-dire en effet, il y a cette dyade patient-aidant qui dans cette maladie et d'autres maladies similaires qui impactent l'autonomie du patient est vraiment prioritaire. Il faut déjà les féliciter par leur engagement, les remercier parce qu'ils sont vraiment à notre côté et que ça change vraiment le parcours du patient, le fait d'avoir un aidant sur lequel on peut se reposer. Et puis leur dire qu'on est là aussi pour les accompagner, les orienter vers des structures de soutien, leur aider dans toutes les démarches de mise en place de ce dont les patients ont besoin au domicile. Parfois, il y a vraiment des enjeux administratifs qui sont tellement complexes, qui nécessitent un temps, une énergie faramineuse. Ça peut être des démarches administratives, le fait de débloquer des aides, le fait de les mettre en lien avec des partenaires d'aide extérieure. Voilà, il faut qu'ils s'adressent à nous pour tous leurs besoins, qu'ils se sentent pas seuls, et puis qu'ils n'hésitent pas à dire quand ça n'est un peu trop, parce que on peut aussi en occasion mettre en place des mesures un peu de ce que nous on appelle des repis, et ça peut être même des hospitalisations complètes où on donne du temps à l'aidant pour qu'il souffle et pour qu'on reparte sur une prise en charge un peu plus sereine avec peut-être plus de soutien des patients. Vous êtes partenaire des patients et des aidants. Merci beaucoup Maria Dalla
Amador, je rappelle que vous êtes neurologue à l'hôpital universitaire Pitié-Salpêtrière. Et pour prévenir certaines pathologies, il est important de pouvoir mesurer son équilibre et ainsi détecter de potentiels troubles synonymes de maladie. Et c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui avec une innovation présentée par Marc van der Kruijsen, qui est le CEO de la société Abilicare. Marc, bonjour. Bonjour, on est également Vanessa. ravis de vous avoir en plateau. Alors Marc, apparemment on peut mesurer son équilibre comme on mesure son diabète ou d'autres signes, et c'est important de mesurer l'équilibre. C'est vrai ça ? Oui, tout à fait, Vanessa. Je pense que vous faites attention à votre diabète, vous faites attention à votre tension, et donc il va falloir mesurer aussi votre motricité. Parce que dans la motricité, donc votre équilibre, votre marche, il y a des signes précurseurs de certaines fragilités ou de certaines maladies. Et lorsqu'on met en place un suivi dans le temps de votre motricité, avec l'aide de votre médecin, on va pouvoir identifier les changements subtils précurseurs de ces choses, une diminution de votre vitesse de marche, un déséquilibre, on en parlait tout à l'heure, une asymétrie dans la marche. Et donc on va pouvoir détecter le plus tôt possible et le plus finement possible et puis améliorer finalement votre santé sur le long terme. Expliquez-nous concrètement comment ça fonctionne. C'est une balance, c'est un appareil, ça ressemble à quoi cet Très outil ? concrètement, vous allez chez votre praticien, dans un cabinet médical, mais ça peut être aussi une pharmacie ou un hôpital de jour. Et puis on va vous faire réaliser 2 tests très simples. Le premier est un test d'équilibre, donc on monte sur une balance et on reste 1 minute dessus sans bouger. 30 secondes les yeux ouverts, 30 secondes les yeux fermés. Et notre solution, avec les algorithmes qui sont intégrés, va calculer différents indicateurs sur votre équilibre et les présenter aux praticiens. Il y a notamment un score de risque de chute qui est très intéressant parce que il permet de dépister les personnes âgées à risque. Donc ça c'est un vrai point Et donc fort. ça, on imagine le bénéfice patient au final. Vous avez un dialogue justement avec votre praticien qui va évaluer justement les facteurs le de praticien, faiblesse. finalement, en constatant ces mesures, on va avoir un entretien et puis là c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir discuter avec le senior par exemple. Donc solution et bénéfice concrètement ? Concrètement, notre dispositif il s'adresse à tous les professionnels de santé. Et puis le bénéfice, c'est vraiment de faire de la mesure préventive, de la mesure de la marche et de l'équilibre pour détecter les signes précurseurs de certaines pathologies. Merci beaucoup Marc van der Kruijsen. Je rappelle que vous êtes le président fondateur de la société Abilicare, membre du réseau Silver Alliance. Restez avec nous, on marque une courte pause avant de retrouver un invité de marque, lui-même combattant invincible de la maladie de Charcot. Il viendra nous partager sa leçon de vie et surtout ses éclats de joie, même là où l'on ne s'y attend pas. La santé en mouvement, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Je vous l'avais promis, il est une leçon de vie pour nous tous. Son combat contre la maladie de Charcot lui permet de trouver la force de prendre la parole au nom de tous ses frères et sœurs d'armes sur les plateaux télé pour lever des fonds et pour faire reculer la maladie. Il a été le héros du film Invincible été et vient tout juste de sortir un livre sur son combat contre la maladie intitulé Invincible, tout naturellement avec l'aide de Anne Fulda. Olivier Goy, on est toujours ravis de vous accueillir en plateau. Vous venez tous les ans nous rendre visite et votre combat force le respect et l'humilité. Et je tiens à préciser à nos auditeurs que vous avez perdu l'usage de la parole malheureusement et que vos réponses ont été enregistrées avec une voix de synthèse grâce à une tablette qui aujourd'hui ne vous quitte plus. Mais alors votre sourire, lui non plus, ne vous quitte plus. Pour commencer Olivier, est-ce que vous pourriez nous rappeler brièvement votre histoire depuis l'annonce de ce diagnostic qui a été fatal mais qui ne vous fait pas perdre le sourire ? L'annonce de cette maladie en décembre 2020 a été un énorme choc. J'étais perdu. Incapable de voir du positif dans toutes les informations que je recevais. 3 à 5 ans en vivre. Pas de traitement. Prisonnier de mon corps qui se dégrade. Bref, je déprimais. Heureusement, une psychologue fantastique à l'hôpital me dit et me tend la main. Au bout de 3 mois, grâce à elle, je comprends que si je déprime, je vais me punir 2 fois. Il faut que je vive intensément, malgré l'annonce de ma mort prochaine. Depuis, j'ai transformé ma vie en un combat pour la recherche et le handicap. Le film et, aujourd'hui le livre, sont autant de porte-voix pour mes actions. La maladie de Charcot ou SLA affecte progressivement les capacités motrices. Comment vous parvenez à gérer les actes du quotidien, que ce soit boire, manger, on s'interroge là-dessus Mon corps décline, inexorablement et logiquement. Je ne marche plus. Je ne parle plus. Je bois par une sonde gastrique. Évidemment, je suis assisté pour tous les gestes du quotidien. Me déplacer. Me laver. Manger. J'ai un super fauteuil roulant, une voiture adaptée, une tablette pour parler. Mais mon intellect pétille.
excité par tous les projets de cette rentrée. Le livre Invincible avec Anne Fulda, un concert à l'Olympia le 8 octobre, un dîner de gala des Invincibles au Grand Palais en novembre. Et même le lancement d'un fonds de capital investissement très original pour financer la recherche. Alors, Olivier, on le voit, on l'entend, hein, votre maladie ne touche pas du tout vos capacités intellectuelles, ce qui vous permet de continuer à être un hyperactif professionnellement et personnellement. Comment vous arrivez à gérer cette dualité entre un corps qui s'affaiblit et un esprit qui reste super alerte? Mon corps est ce qu'il est. Et paradoxalement, je l'oublie. Je me sens très bien dans ma tête. Simplement heureux d'être vivant. Vraiment vivant. Cela peut vous paraître prétentieux, mais je n'ai même pas le sentiment d'être un demi-homme. Olivier, votre maladie affecte progressivement votre corps, mais vous avez trouvé la force de partager votre histoire publiquement dans un livre qui s'appelle Invincible et coécrit avec Anne Fulda. Pourquoi vous avez ressenti ce besoin justement de figer les choses à travers un livre? En mars 2021, j'ai subitement la conviction que dévoiler ma maladie est indispensable. Je connais un peu le monde des affaires. Je n'avais pas envie de laisser les rumeurs se répandre. Je n'avais pas envie non plus d'informer quelques amis et de laisser faire le bouche à oreille. Je me suis dit que raconter moi-même mon épreuve, avec mes mots, avec du temps, était la meilleure idée. C'est pour cela que j'ai contacté Mathieu Stéphanie de Génération Do Yourself. Si vous connaissez le podcast, vous savez qu'il aime prendre le temps. Et qu'il sait improviser. Même si ma demande était surprenante, il a tout de suite dit oui. Cet épisode et mon message ont rapidement dépassé la sphère de mon réseau pro. J'ai reçu des milliers de témoignages poignants dès le lendemain de la publication. Des témoignages fous. De gens connus et inconnus. Des handicaps invisibles. Des viols. Des violences familiales. J'ai commencé à voir le monde différemment. Avec ses cassures, ses fissures. Cela a été le déclic de tout ce qui arrive aujourd'hui. Alors Olivier, j'aimerais vous demander, vous qui justement vivez tout ça au quotidien, quels sont les conseils que vous donneriez à d'autres personnes qui reçoivent un diagnostic aussi lourd pour ne pas sombrer dans le désespoir? De parler, de se faire aider, y compris par des psychologues. Pourtant, longtemps, j'ai cru que les psys étaient pour les faibles. Moi, le mâle alpha, était loin d'avoir besoin de quiconque pour me guider. De manière un peu plus mercantile, je leur conseille aussi d'acheter notre livre. Invincible, je rappelle le titre. Olivier, derrière votre combat, il y a aussi celui de toutes les personnes à mobilité réduite. Vous avez le sentiment que la société progresse ou alors il y a encore beaucoup de travail pour faire changer un peu le regard sur la différence? Bien sûr, la société progresse. Les Jeux paralympiques ont été, par exemple, un formidable moyen d'améliorer le regard sur le handicap. Mais, pour plein de bonnes raisons, nous ne nous touchons plus dans notre société moderne. La sphère de la vie privée s'est agrandie. Inexorablement. Alors imaginez en 2024, si votre patron vous demande de l'aider à remettre sa jambe sur le repose-pied de son fauteuil roulant. Comment maniez-vous sa lourde jambe du bout des doigts, les bras tendus? Oui, souvent nous sommes maladroits et empruntés quand il s'agit de toucher l'autre. Pas un jour sans que je n'en fasse expérience en tant qu'handicapé. Je dois moi-même confesser ne pas avoir été le plus tactile. Fuyant souvent la bise entre hommes que je réservais vraiment aux très proches. Mais j'ai changé. J'ai vu le plaisir créé par une main chaude posée sur une main inerte et immobile. Quand la voix s'efface, un geste chaleureux et un regard bienveillant disent beaucoup. Je l'ai appris aussi à l'hôpital en observant les meilleures infirmières. Elles n'hésitent pas à poser longuement une main sur un pied pour ajouter de l'empathie à une conversation. Le pied de l'autre naît subitement plus ce membre parfois sale et répugnant que chacun voudra éviter. Il devient un transmetteur d'émotions et de plaisir. Soyons clairs, je ne conseille pas ici de toucher vos pieds entre valides, les tribunaux sont déjà encombrés d'affaires glauques, mais de repenser vos liens aux malades. Enfiler une veste, tendre un mouchoir, redresser un corps ne doivent pas être des interdits. Olivier, vous continuez à être entouré d'amour et de soutien, notamment de votre famille et de vos amis. Cette solidarité, j'imagine, elle vous donne toute la force de faire face au quotidien, c'est essentiel. L'amour des proches et des très proches est indispensable. C'est la clé qui permet aux malades de garder le sourire. Mais il faut savoir que pour les très proches, c'est dur. Très dur. Et le malade se retrouve souvent à tendre les mouchoirs.
Olivier, on le rappelle, hein, le nouveau gouvernement avait, semble-t-il, omis de désigner un ministre délégué aux personnes en situation de handicap. Alors c'est désormais chose faite. Selon vous, c'est un acte manqué? Qu'est-ce qu'il traduit? Pour commencer, bienvenue à Madame Charlotte Lecoq. Et merci au gouvernement d'avoir entendu notre appel. C'est une belle preuve d'intelligence que de corriger une erreur. Maintenant, au travail. Le remboursement à 100% des fauteuils roulants est sûrement le premier gros chantier. Avant la dissolution, tout était prêt pour rendre la promesse opérationnelle. Je sais parfaitement que ces marges de manœuvre sont désormais étroites. Mais je crois aussi fermement que c'est un projet transpartisan. Il y a des handicapés de toutes les couleurs politiques. Olivier, pour conclure, quel est le message que vous aimeriez faire passer à tous nos auditeurs, qu'ils soient malades, proches de malades ou simplement curieux d'en savoir plus sur la manière de surmonter une épreuve difficile? J'ai énormément de choses à vous dire. Alors, pardonnez à nouveau ma pirouette commerciale. Mais foncez lire le livre. En plus, c'est bon pour la recherche. Je reverse 100% des droits d'auteur à l'Institut du cerveau. Enfin, je fais une promesse à vos auditeurs. S'il n'y aurait pas au moins une fois au fil des 224 pages, je les rembourse. Merci beaucoup Olivier pour cet échange extrêmement touchant et inspirant. Maria Delamador, Marc van der Kuysen, merci également. La santé en mouvement, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur l'application Sud Radio et dès à présent sur YouTube. Et pour prolonger la discussion, on se retrouve sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous souhaite une excellente fin de week-end. Prenez soin de vous, riez, appelez vos proches ou vos amis. Bref, souriez au monde. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.